Plالado et avec aujourd'hui mon invité et Jean-Charles Zerbib. Jean-Charles, bonjour. Shalom. Alors Jean-Charles Zerbib, ça serait très long de faire tout le CV. Très connu dans la communauté en France comme en Israël, comme quelqu'un qui est très très proche, qui est proche de tout d'ailleurs, qui est proche des jeunes, qui est proche des mouvements de jeunesse et surtout qui est proche du terrain, qui a toujours été très très présent sur le terrain communautaire. Alors Jean-Charles, avec toi aujourd'hui, on va parler beaucoup des jeunes en France, en Israël, puisque tu as encore des activités là-bas, tu en as ici. On va parler des EI parce qu'on ne peut pas parler de Jean-Charles Zerbib sans relier aux éclaireurs pratiquement tout ce qu'il a fait au long de sa carrière. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es encore président d'une association des anciens EI en Israël, etc. Donc on va parler de tout ça. Et puis petit à petit, on va toucher à des sujets, l'Alia, la hausse de l'Alia à un moment, la baisse de l'Alia aujourd'hui, les jeunes, les programmes. Et on va essayer de rentrer tout ça dans 20 minutes. C'est parti, t'es prêt ? Toujours prêt. Alors, présente-toi d'abord pour les lecteurs qui ne te connaîtraient pas, les lecteurs. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, dis-nous qui est Jean-Charles Zerbib en quelques mots, ta alia un peu, la date, ce que tu as fait avant. Oui, on va faire court aussi, parce que l'histoire commence à être un petit peu longue. Je fais partie de ceux qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire à Constantine en Algérie, et je crois que c'est déjà une marque de fabrique. J'ai grandi dans une petite communauté du sud de la France. Quand on s'est fait expulser, quand on est revenu sur le territoire national, ou en tout cas en France métropolitaine, comme on disait à l'époque. Donc j'ai grandi à Montpellier. Là-bas, j'ai à la fois fait mes armes, je dirais, donc dans le mouvement AI, aux éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Et j'ai fait mes armes aussi communautaires, puisque à 17 ans, j'étais secrétaire général du centre communautaire local. Oui, à 17 ans, c'est pas mal. Oui, 17 ans, 17 ans et demi. Oui, on a démarré, mais tout simplement parce qu'avec une équipe DI, comme le centre communautaire était en difficulté, eh bien on a décidé que on n'avait aucune crainte à avoir, et donc avec toute une équipe de jeunes, et c'est un point qui est très très important sur lequel j'espère on reviendra, avec toute une équipe, on a décidé de prendre en charge le centre communautaire. Et quand la grande institution qui s'occupait des centres communautaires à l'époque est venue nous voir en disant « Mais vous êtes qui vous ?» Je dis « Nous on habite ici, et vous venez de loin, vous venez de Marseille ». Et donc on a maintenu, jusqu'à l'arrivée d'un directeur du centre communautaire, on a maintenu un peu cette activité. Et je pense que ça a été une expérience fondamentale. La petite communauté de province, comme disent les Parisiens, donc les régions, avec ce fil étroit sur lequel on avance tout doucement, où on peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire continuer à rester juif, ou au contraire se perdre, l'assimilation et la perte. Qui est une question très centrale aujourd'hui. Oui, la perte d'identité d'une certaine manière. Et puis voilà, donc j'étais à l'école normale de Montpellier, et à l'époque, celui qui était le chaliard des EI, l'émissaire, m'a dit, j'étais marié très jeune avec Sylvia, on avait une petite fille, et il m'a dit, tu as une carrière, tu as déjà un métier, tu es marié, pourquoi ne montes-tu pas à Paris ? C'est comme ça qu'on parle. Mais... J'ai fait donc une première alia à Paris, et c'est comme ça que je suis devenu commissaire général des EI. Et à partir de ce moment-là, fini les longues vacances des enseignants de l'éducation nationale, et fini la tranquillité. J'ai mis les deux pieds dans le travail communautaire en France à différents postes. Et voilà, et quelques années plus tard, j'ai été voir le directeur général du FSJU de l'époque, du Fonds social, qui était David Saada, et je lui ai dit, voilà, je veux arrêter de parler de centralité d'Israël et être au centre, c'est-à-dire faire mon alia avec ma famille. Donc il m'a retenu encore un petit peu, gentiment, et puis voilà. Donc nous avons fait notre alia, et nous vivons aujourd'hui en Israël avec toute la famille, et je dois dire que c'est une expérience dont je ne regrette absolument aucun moment. Alors on a l'impression, quand on t'entend effectivement, que derrière ton activité communautaire, tu es arrivé en Israël, tu as posé tes valises et tu t'es enfin reposé. En fait, pas du tout. Tu as commencé à être de plus en plus actif. Oui, le problème, encore une fois, c'est qu'en bon français, avant de faire mon alia, j'ai envoyé des CV, j'ai rencontré des gens, je connaissais déjà pas mal de monde, et les gens me disaient « Viens ».
et on te trouvera un métier plus tard. C'est très très difficile d'entendre une phrase comme ça, surtout qu'à l'époque on avait déjà 4 enfants. C'était très compliqué, c'est comme je dis toujours une expérience de sauter d'un avion sans parachute et puis à un moment il y a une main qui sort d'un nuage et qui vous tend un parachute. Et voilà, donc j'ai décidé de le faire. Je me suis dit je vais pouvoir enfin me reposer tranquillement et d'apprendre l'ivrite qui était pour moi une volonté. Et moins de 3 semaines après être arrivé, et après avoir fait mon alia, eh bien j'ai commencé à travailler dans la Fondation Mendel pour l'éducation, puisque mon domaine c'est au départ l'éducation et l'enseignement. Et donc voilà, donc les choses à partir de là se sont engagées de manière extraordinaire. Et c'est ça, je pense qu'il n'y a pas un parcours d'alia qui ressemble à un autre, mais nous avons eu beaucoup de chance. Alors, on va rebondir sur cette chance-là, parce qu'à côté des chances, il y a aussi la chance de retrouver les ZEI en Israël. Tu pensais les avoir laissés derrière toi en France, et tu arrives ici et tu t'aperçois qu'il y a plein d'EI. Il y a plein de gens qui ont fait leur alia quand même, ce mouvement. Je suppose que Bernard se rappelle les discussions des responsables de mouvements de jeunesse en France, il y a quelques années de cela, où quand on écoutait le chaliard du Bnei Akiva et de la Shomer Hatzaïr et de la Bonim Dror et de Tikvatenu et des ZEI. Alors le débat était toujours, oui, mais nous on est beaucoup plus sionistes que vous, et puis nous et la réponse des ZEI était toujours de dire, oui, mais nous avons beaucoup plus de DI en Israël que les autres mouvements. Ce qui n'était pas tout à fait faux, sauf que vous aviez aussi beaucoup plus de voilà, Khalirim en France. C'est qu'on avait beaucoup plus de gens au départ, donc effectivement en termes de pourcentage, mais en tout cas, cela se prouve, cela a été prouvé, cela se prouve encore tous les jours, dans la mesure où effectivement une association a été créée il y a quelques années par les ZEI. Au départ, Castor, le fondateur des ZEI, qui lui-même avait fait son alia, donc Robert Gamzon avait fait son alia, avait créé un bureau de liaison des ZEI, parce que les ZEI, comme toute bonne secte, aiment bien se revoir régulièrement. Il y a des sectes qui sont positives. Oui, ça s'organise quand même, voilà, sinon ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Donc il avait organisé cela. Une association a été créée, dont j'ai aujourd'hui la présidence, mais déjà elle avait une très belle histoire. Et nous essayons à la fois d'organiser des activités culturelles et sociales pour toutes les tranches d'âge. Et nous essayons de rajeunir, d'offrir de plus en plus d'activités pour les jeunes générations. Et en même temps, je dirais, de jouer notre rôle, parce que les ZEI ont ces fameuses valeurs qui s'appellent le minimum commun et le pluralisme. Or, nous sommes dans un pays où ces valeurs ont beaucoup de difficultés. Ça veut dire que nous sommes dans une association où on a des gens qui portent des kippas et d'autres beaucoup moins. Et ici, c'est le pays des cases. Ici, c'est le pays des petites cases dans lesquelles on aime bien mettre les gens. Et donc, c'est à la fois, je dirais, si je peux me permettre, un credo, mais en même temps, c'est un vrai projet pour la société juive et pour la société israélienne. Nous croyons dans le débat. Nous croyons dans la différence, mais nous croyons dans le vivre ensemble. Et ça, je pense que ces mots sont totalement galvaudés, mais je crois que quand nous organisons des activités qui sont variées, culturelles, sociales, et que l'on voit notre public, alors nous comprenons effectivement que ce combat c'est un vrai combat au quotidien, mais qu'on a pas mal de bons résultats. Je me rappelle que c'était déjà un peu le credo du GIC Jeunesse que tu dirigeais en France, et où tu disais, venez, on fait des activités en mettant l'accent sur ce qu'on a en commun, et on va mettre le dagage sur ça, et non pas sur ce qu'on a de différent, sinon on va y passer des jours et des jours en débat. On a des choses en commun, allez, on les met, et finalement ça marche. Finalement, ça fonctionne, et je dois dire que... mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur du débat. Et je crois que je crains encore plus l'aseptisation de la pensée, et la pensée unique, et le refus du débat, mais en même temps, on se bagarre, on n'est pas d'accord. C'est ce que nous apprennent nos sages dans le Talmud. On n'est pas d'accord, on discute, il y a une halakha à la fin. À la fin, on va définir quelle est la règle. Mais en même temps, on a entendu parler de celui qui était en minorité, et à la fin, bien que mon maître Manitou disait ce qui rapprochait les Juifs avant les sépare aujourd'hui, il parlait de la table. Aujourd'hui, on fait très attention à qu'est-ce qu'on mange, est-ce que c'est kasher, est-ce que c'est très très kasher, est-ce que c'est kasher comme ça ou comme ça. Et en tout cas, ça nous sépare. Mais nous, ce que nous essayons de faire, justement, c'est qu'au-delà des différences, il y ait des convergences et cette unité.
Nous n'avons pas le choix, nous sommes un tout petit peuple et nous n'avons pas le choix. Alors, je vais te poser une question qui sort un peu de ce débat, qui était très, très amusante, parce qu'on n'entend pas trop parler de ça. Quand on fait notre alia, on nous dit tu vas avoir un problème de travail, tu vas avoir un problème pour trouver une école pour tes enfants. Or, un des trucs qui est le plus dur pour le Français qui monte en Israël, c'est de perdre des colonies de vacances. Il avait l'habitude au mois de juillet d'envoyer son fils pour 3 semaines en vacances et de dire allez, bye, on t'appelle tous les soirs et on est tranquille toute la journée, on va pouvoir sortir un peu avec maman et reconstruire un peu la maison. Et là, ils arrivent ici, et ici, ça n'existe pas. Tu as des trucs de 3 jours, on part pour 3 jours, on part un peu, et on a le Keitana du matin, le petit centre aéré, mais c'est tout. Et finalement, ça a été un axe aussi de la réflexion des EI en Israël, en disant, oui, mais quand même, il faut faire quelque chose. Il y a des gens ici qui ont quand même une habitude. Et comment on pourrait répondre aussi à cet appel, d'autant plus que leurs enfants vont pas s'intégrer très vite au mouvement de jeunesse israélien, ils n'ont pas obligatoirement la langue, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors, quelles sont les solutions que vous avez ébauchées? Alors, tout d'abord, ce dont je suis très très content aujourd'hui, quand on écoute Studio Kalita ou quand on lit la presse francophone, c'est de voir que le nombre de projets qui se sont développés aujourd'hui. Il y a la proposition, par exemple, à Mikvé Israël de l'Alliance, il y a dans le quartier à Jérusalem, il y a Colobus, enfin, il y a, là je prends des risques parce qu'évidemment je vais en oublier, donc je ne vais pas citer tout le monde, il y a chez elle, enfin il y a comme ça de nombreuses associations qui ont voulu créer, des initiatives privées, mais l'idée, encore une fois, quand nous sommes arrivés, cela a commencé comme toujours par une histoire individuelle, c'est que tout simplement mes enfants nous m'ont dit, nous sommes très très contents d'être en Israël, c'est super, c'est le kiff, mais il nous manque les camps EI. Il nous manque cette ambiance de partir 3 semaines loin de papa et maman. Parce que il y en a qui ont trouvé la solution, qui faisaient quand même le voyage, qui continuaient. Alors il y en a quelques-uns qui ont envoyé, mais pour ça il fallait avoir quelques moyens financiers. Tout à fait. Et il fallait avoir des relations pour accueillir l'enfant avant, après, etc. Donc ce qu'on a décidé en fait, ce qui est parti comme une affaire personnelle, et dès la première année, j'ai lancé une invitation et en quelques heures, on a rempli les 20 places qu'on avait. L'idée, c'était d'envoyer des enfants francophones israéliens dans les camps des EI en France. Un, par nostalgie, ça a été dit. Il y a beaucoup d'anciens d'eux qui aimeraient bien que leurs enfants aient le même parcours. 2, très souvent, c'est aperçu que c'était les grands-parents qui payaient le séjour parce qu'ils n'arrivaient plus à parler dans la même langue avec leurs petits-enfants. Donc c'était pour apprendre le français. Et en même temps, je leur disais toujours, faites attention, le français qu'ils vont apprendre dans les camps, c'est pas forcément le français de Victor Hugo. Il y a quelques petites variations là-dessus. 3, c'était une disposition aussi qui me paraissait sociale, qui me paraît très très important dans la mesure où les enfants qui partaient d'Israël payaient le même prix que les enfants partant de France, c'est-à-dire qu'on trouvait en termes de subvention le coût du billet d'avion ou le coût, et on aidait encore avec un système de bourse, donc il y avait une vraie dimension sociale. 4, il y avait une dimension qui était aussi une dimension à l'époque pleine intifada, et quand on envoyait ses enfants le matin dans les bus, il y avait quand même de très grandes craintes, donc là ça permettait de libérer un peu la pression. Et 5e, je me permets de dire pour l'éducateur et sioniste que j'étais et que je suis, c'était la meilleure façon d'assurer la présence d'Israël dans les camps de ces groupes de jeunes qui partaient en France et les animateurs. Donc voilà, tout cela a fait que le projet s'est développé et s'est développé de telle manière que cet été, c'est plus de 250 jeunes, une partie dans des camps en France, à partir de 8 ans jusqu'à 17 ans, une partie dans des camps en Israël, parce que la France n'était plus capable d'absorber autant d'enfants, et une association a été créée qui s'appelle Ameirim, avec un comité très très actif, avec un directeur qui s'appelle David Berda, le président s'appelle Dan Toledano, et donc il y a maintenant une vraie association avec des projets et des volontés d'activités régulières, de recréer un mouvement de jeunesse, car aussi, ça a été dit précédemment, on s'est aperçu que pour être Olé Hadash, arriver de France et s'intégrer au Tsofim ou au Bnei Akiva local, c'était difficile pour une grande partie des gens. Donc c'est aussi une manière
je dirais, d'organiser cette intégration, cette clita, qui fait que l'étape numéro 1, c'est de se retrouver dans un milieu que je connais déjà. Et l'étape numéro 2, c'est ce que nous souhaitions. C'est pour ça qu'à l'époque, par exemple, on faisait très attention à ce que les camps qui avaient lieu pendant l'année, pendant Sukkot, n'étaient pas aux mêmes dates que le camp du Bnei Akiva ou d'Ezra ou de la Shomer Hatzair, pour éviter qu'il y ait concurrence, au contraire, mais pour qu'il y ait complémentarité. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'association Amérim et le groupe de personnes qui s'en occupent, enfin, les EI font leur travail. D'accord. Alors, il y a un sujet que tu as effleuré, on va rentrer un peu plus dedans. C'est ce fameux lien entre la France et Israël. C'est-à-dire comment faire en sorte, d'abord, de ne pas arriver à la célèbre comparaison. Ah, vous partez en Israël, mais vous êtes fous, et les autres, quoi, vous restez en France, mais vous êtes malades. D'abord, d'enlever un peu ces clichés, ces espèces d'histoires, et surtout qu'il y ait un lien fort, un lien riche. Alors, comment on fait ça et par quel genre de projet on arrive à faire ça? Aujourd'hui, tu as des fonctions aussi à l'Organisation sioniste mondiale. Alors, comment, toi, au jour le jour, tu traites ces problèmes-là? Et tout ça en quelques minutes. Et tout ça en quelques minutes, très bien entendu. Il n'y a pas de problème. Oui, je t'en donne 4 grosses. Alors, encore une fois, premièrement, je pense que comme je dis toujours, par exemple, quand, au titre de l'Organisation sioniste mondiale, je me promène beaucoup dans les communautés. Alors des fois, on me dit, oui, mais les ultra-religieux ou les ultra-orthodoxes, j'ai dit, mais on n'a pas de différence. On sait tous que le bout du parcours, l'objectif, c'est Israël. On a juste une discussion sur le calendrier. Alors ça les fait sourire, mais c'est ce que je pense aussi de manière... Il y a des gens qui ont décidé de venir vivre en Israël et d'être, je dirais, totalement en osmose, qu'ils soient religieux ou pas. D'ailleurs, qu'ils soient pratiquants ou pas, le mot religieux est toujours problématique, qu'ils soient pratiquants ou pas, mais qui se sentent ici tout à fait à l'aise. Quand on voit par exemple un aussi grand nombre de jeunes qui font les programmes Massa, ils sont là 3 mois, 8 mois, où ils viennent en tant avec un passeport étranger, français en l'occurrence, et restent français pendant tout le parcours. C'est ce qu'on leur demande, eh bien, à des pourcentages très forts, il y a 2 ans, c'était 85%, prennent la nationalité israélienne. Pourquoi ? Parce qu'ils voient à quel point ce pays, avec tous les problèmes, on pourrait passer beaucoup de temps à parler des problèmes, mais regardons la moitié du verre qui est pleine, cette moitié qui nous intéresse aussi. Il faut s'occuper des problèmes et c'est notre responsabilité. Et c'est un pays qui, encore une fois, qui n'a que 71 ans. Eh bien, je crois que ici, je vis et en tant qu'homme, ou femme, et en tant qu'être humain, et en tant que juif, je le vis pleinement. C'est ce que moi je dis aux gens, j'ai pas besoin de tricher, j'ai pas besoin de mettre une casquette sur ma kippa, j'ai pas besoin de m'inventer. Ici, je vis naturellement en tant que citoyen et en tant que juif. Des fois, en France, on se cache un peu, on crée... c'est l'exemple toujours, quelle est la première chose que fait Abraham quand il arrive en Égypte ? Oui, il est obligé de mentir et de dire que sa femme est sa sœur. Donc, quand on n'est pas chez soi, on est obligé de s'adapter. C'est ce qu'on a fait pendant des milliers d'années. Moi, le premier, ma famille aussi. Mais là, tout d'un coup, on a d'autres problèmes. Baruch Hashem, on a des problèmes, mais ce ne sont pas du tout les mêmes problèmes. Et en tout cas, j'ai l'impression ici de vivre naturellement mon judaïsme, et c'est ce que je souhaite. Donc pour ceux qui restent en France, eh bien, encore une fois, si eux-mêmes ne peuvent pas monter, il faut continuer à travailler sur l'éducation, sur leurs enfants, pour qu'ils comprennent, sur l'identité, pour qu'ils comprennent à quel point il est important. Mais il ne s'agit pas de regarder la diaspora ni comme uniquement un réservoir d'Alia, ni comme quelque chose de perdu, encore une fois. Nous n'avons de sens quand on voit la discussion qu'il y a eu entre Moshe et les 2 tribus de Réhouven et Gad dans la paracha qui est en décalage actuellement entre la France et Israël. Mais quand on voit comment Moshe s'énerve quand ils leur disent on va rester en Jordanie, c'est-à-dire en dehors d'Israël, et comment ils sont ensuite à la pointe du combat. Donc je pense que c'est pas que la diaspora a un rôle à jouer. Très souvent, on me dit, oui, mais ici, on peut influencer, on peut avoir un lobby. Et moi, je leur dis toujours, regardez le nombre de décisions que vous faites prendre à vos présidents et autres qui sont favorables à Israël. Donc, arrêtez avec les histoires de ce type-là. Vous voulez vivre en France, il n'y a aucun problème. Nous sommes dans un monde libre, dans un pays libre. Et je respecte tout à fait cet engagement-là. Et encore une fois, ça me paraît très important qu'il y ait du respect, c'est-à-dire qu'on se regarde les yeux dans les yeux.
ni de manière du haut vers le bas, ni l'inverse, mais en même temps, n'essayez pas de justifier ce qui n'est pas justifiable. On connaît le lieu précis de la maison du peuple juif, et donc il faut des fois aider, faire comprendre, expliquer. Parce que expliquer pourquoi ce pays part tous les 3 mois aux élections, c'est pas évident d'expliquer ça ni aux Israéliens qui sont là, ni aux Français quand on passe dans les petites communautés. Mais je pense qu'il y a un point qui est très important de ce point de vue-là et qui est notre responsabilité, parce que Kol Israël Arevim, nous sommes responsables les uns des autres au même niveau. Alors, tu as dit le mot responsabilité, ça va être le mot de la fin un peu. Je veux que tu me dises quand même 2-3 mots sur ça. Ça a été finalement, si on regarde un peu le parcours de ta vie, prendre la responsabilité. Il y a un truc dans les Pirkei Avot qui dit Bemakom she'en bo anashim ishtadel liot ish. Essaye d'être un homme là où il n'y a pas. On a l'impression que finalement, le fin mot de l'histoire, c'est responsabilité. Des fois, il y a des gens compétents, mais des fois, il faut prendre les responsabilités, sinon les choses ne se font pas. C'est un peu un message aussi pour les jeunes et les jeunes animateurs et les jeunes de la communauté en France comme en Israël. Oui, enfin, je pense encore une fois à l'étymologie de c'est quoi être responsable, c'est être capable de donner une responsa, c'est-à-dire une réponse. C'est-à-dire, on vient me poser une question et je n'ai pas ce réflexe de regarder derrière moi. Je suis celui qui, dans un moment donné, dans un lieu donné, dans une situation donnée, est capable de donner la réponse. Et je crois que c'est ça qui est formidable avec tous les mouvements de jeunesse. Quand il y a cette formation des cadres et des animateurs, c'est ceux qui sont capables de donner une réponse aux besoins en temps réel, qui sont capables aussi de rire, de chanter, de faire les bêtises les pires. On ne raconte pas d'histoire et tant mieux, parce qu'il ne faut pas oublier d'être jeune. Mais je pense qu'il est très très important, c'est cela. Dans un contexte particulier, on avait été commémoré par exemple, beaucoup d'EI se sont engagés comme d'autres, mais en tout cas les EI pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la résistance et autres. Et j'avais expliqué à l'époque que ce n'étaient pas des héros, ils n'étaient pas nés pour être des héros, mais ils avaient été formés de telle manière que dans cette situation dramatique, eh bien, ils étaient prêts à prendre les armes, à planquer des enfants. Alors revenons à des temps qui sont moins difficiles pour le peuple juif. Eh bien, dans la situation d'aujourd'hui, où une partie du peuple juif, une partie des juifs quittent ce peuple parce que l'assimilation, les mariages exogamiques et autres, eh bien, soyons capables de leur donner des réponses et d'être donc des responsables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Reviens nous voir souvent. Merci de l'invitation. Bonne chance pour tous tes projets et bonne continuation. Et pour vous, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Au revoir dans Plein Lado. Au revoir.